Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là pour les journées d'économie autrement et pour ce débat comment les femmes s'engagent. Alors les femmes depuis toujours ont été très engagées dans la vie associative mais ne font pas forcément partie des dirigeants du secteur de l'économie sociale et solidaire. Et en politique, même si on a vu leur nombre progresser avec la loi sur la parité, beaucoup de progrès restent à faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation? C'est la question qu'on va se poser avec nos intervenantes. Je précise que vous avez un sondage auquel vous pourrez répondre. Je vous propose de le faire assez rapidement parce que une fois que j'aurai donné la parole à nos intervenantes, je vous redonnerai la parole je relayerai les questions de la salle, en fait, je vous donnerai la parole de cette façon-là, et je regarderai j'annoncerai un peu les résultats du sondage. Alors, avec nous, nous avons Raphaël Manière, qui représente la CGT de CESE, qui est vice-présidente de la délégation droits des femmes, Souad Belhaddad, qui est fondatrice de l'association Citoyenneté Possible, et donc une association qui a pour but la déconstruction du préjugé, et qui est membre du Conseil national des villes. Eva Sass, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, qui a porté la loi Nouveaux indicateurs de richesse en avril 2015 en tant que députée. Et Lucie Gras, déléguée générale de SF France, après avoir notamment travaillé pour Handicap International. Alors, on va tout de suite commencer avec Raphaël Manière, qui représente la CGT au CESE et qui va nous parler d'une étude qui a été faite sur la place des femmes dans les instances représentatives. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux et nous dire aussi un peu ce qui se passe au niveau syndical, si les femmes sont bien représentées dans les syndicats? Oui, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, 7 minutes, c'est pas facile. Moi, j'ai décidé de contextualiser notre sujet sur d'abord cette étude faite par la délégation droits des femmes en 2015 qui s'appelait Les forces vives au féminin. Claire Guichet était la rapporteure. Depuis cette étude, malheureusement, il y a un statu quo qui est plutôt inquiétant sur la place des femmes dans les orgas. On a 4 chiffres clés. Le premier, évidemment, les femmes représentent la moitié de la population. Elles constituent près de 45% des syndiqués des organisations syndicales de salariés, 30% des créatrices et créateurs d'entreprises, mais elles ne sont que 15% à la tête des exécutifs des principales orgas. Et puis le chiffre qui fait mal, c'est elles assument 75% des responsabilités familiales et domestiques. L'étude faisait 2 constats, à la fois une évolution législative favorable et un nombre de militantes et bénévoles en constante augmentation, mais la part des femmes dans les exécutifs et dans les orgas qui ne progresse que très lentement. Deuxième constat, une division sexuée du travail non seulement qui persiste, mais en plus se creuse, on l'a vu avec le confinement. Le partage n'a pas été égalitaire dans les couples. Et ça, c'est vraiment une question très importante de savoir qui prend le balai dans le foyer. C'est une question politique parce qu'elle conditionne la capacité des femmes à être au travail, à avoir une carrière, à s'engager, à militer. C'est la gestion et la découpe du temps qui n'est pas du tout la même entre les femmes et les hommes. Et le temps, c'est un problème politique, mais c'est aussi un levier de changement. Les autres, moi, je voulais faire un focus là-dessus parce que l'INSEE nous dit en 2006 que les femmes réalisent 1h20 de plus par jour de travail domestique, soit 3h30. Il y a la question du linge, c'est une super question sur le partage, ça. Elles accomplissent pourtant 1 heure en moins qu'il y a 30 ans parce qu'elles ne font plus de couture, moins de cuisine, plus de choses pour aller vite. Les hommes ont investi la sphère domestique de quelques minutes par an, par jour, moins de 5 minutes. Par contre, ils ont investi la sphère parentale. Donc, on a un rétrécissement des écarts entre les femmes et les hommes de qui fait quoi, mais c'est plutôt parce que les femmes font moins que parce que les hommes en font plus. Et un dernier chiffre, c'est qu'au sein du couple, quand un enfant arrive, c'est 40% des femmes qui vont réaménager leur horaire, alors que ça sera 6% pour les hommes. Donc,
Puis la dernière chose, c'est la charge mentale qui n'est pas prise en compte dans les études, mais dont on parle beaucoup maintenant, et c'est tant mieux, cette gestion, cette organisation incontournable et constante, les listes partout pour faire tourner les familles. Donc tout ça pèse sur la capacité des femmes à s'engager, évidemment. Et donc l'étude du CESE nous disait qu'on a des orgas qui ne sont pas neutres. Si elles ne travaillent pas en interne, elles vont reproduire les inégalités. Il y a un déficit de modèle féminin, une figure traditionnelle du militant qui reste très masculine, avec de la disponibilité plus. Il y a cette question de normes sociales. Les femmes ont tendance à sous-évaluer leurs compétences, à culpabiliser quand elles ont beaucoup de choses à faire, à ne pas se sentir légitimes et à se demander si elles seront capables d'effectuer un mandat. Puis enfin, il y a des contournements fréquents sur les mises en œuvre de la parité. L'étude nous dit la parité quantitative, ça suffit pas parce qu'on observe que trop souvent, elle s'arrête là où le pouvoir commence. Et la deuxième chose, c'est que quand elle existe, la parité, les postes ne sont pas répartis de la même façon. Les postes, les domaines prestigieux sont maintenus quand même pour les hommes. Donc, il y a peu de visibilité pour les femmes, à la fois dans les structures de pouvoir, mais aussi sur l'extérieur, quand elles doivent représenter leur orga. Enfin, les causes de la sous-représentation et de l'invisibilisation des femmes est à chercher du côté des organes, pas du côté des femmes, puisque c'est une question de structure, de fonctionnement. Elles ne sont pas assez, elles ne développent pas assez toutes les questions spécifiques pour les femmes, par exemple tout ce qui est autour des égalités salariales, des questions économiques et sociales, les remboursements, par exemple, de certaines pilules contraceptives. Et puis, dernier élément, et ça c'est moi qui l'ajoute, parce qu'il y a Weinstein qui est passé, le mouvement MeToo qui est passé par là. On est quasiment au lendemain de la journée du 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un phénomène social d'ampleur et très grave, les chiffres l'attestent. Se redire 225 000 femmes par an victimes de violences conjugales, 94 000 victimes de viol, et au travail, c'est 30% de femmes qui disent avoir subi du harcèlement sexuel et 80% du sexisme. Et le confinement a accentué les violences. Donc, ce serait un leurre de penser que tant que cette question des violences n'est pas réglée, on arrivera à des fonctionnements égalitaires dans les organisations et dans la société. Pour faire un focus, les 3 minutes qui me restent sur l'étude réalisée par l'IRES en 2016 par Rachel Silveira et Tiffany Rigaud pour la CGT sur les femmes en responsabilité. Nous, il y a un peu plus de 20 ans, la direction est devenue paritaire. La commission exécutive et le bureau, mais elle est aussi passée de 150 à 50 et le bureau de 50 à 10. Donc, ça s'est fait avec quelques grincements de dents, mais ça a été fait et ça l'est toujours aujourd'hui, cette parité. 15 ans après, en 2015, on a observé, c'est pour ça qu'on a commandé cette étude, que 3 choses. Il y avait un turnover beaucoup plus fréquent pour les femmes. Elles restaient moins longtemps en première responsabilité que les hommes. La deuxième chose, c'est que le nombre de candidatures de femmes, tous les 3 ans on a le congrès, le nombre de candidatures de femmes baissait par rapport à celles des hommes, qui elles ne baissent pas. Et la troisième chose, c'est que malgré le fait qu'on a plus de femmes qui adhèrent dans notre organisation syndicale, la moitié des nouvelles adhésions sont des femmes. Pour autant, on est encore qu'à 37,5% de femmes à la CGT. Mais malgré le fait que leur nombre augmente, en responsabilité, elles restent, on n'est pas du tout à 50%. Par exemple, les secrétaires générales de fédération sont pour 17% des femmes, ou de nos unions départementales, 25%. Donc, quelque chose qui décroche. Donc, les résultats nous ont montré qu'il y avait des profils importants, des profils différents importants, des femmes dirigeantes et des hommes. Elles sont plus jeunes, moins souvent en couple, elles ont moins d'enfants mineurs, plus souvent employées et cadres. Elles étaient plus représentées par nos organisations territoriales, plus provinciales, moins d'expérience de responsabilité et rarement secrétaire général d'orga. Donc, elles ont observé une difficulté d'intégration dans ces structures de direction, chose que les hommes aussi, les jeunes hommes ont pu constater et vivre, sauf que pour les femmes, la dimension supplémentaire, c'est qu'elles indiquaient avoir un grand doute sur leur capacité
à réaliser un mandat confédéral. Voilà, elles ont remis en cause leurs compétences, elles se posaient beaucoup de questions. La deuxième chose, c'était que le fonctionnement de la direction porte une exigence de disponibilité qui est incompatible avec les responsabilités familiales, et on retrouve là notre histoire de triple journée qui est très lourde avec la charge mentale. Troisième chose, on a observé des résistances à l'égalité, voire du sexisme qui existe encore au sein de l'orga. Et voilà. Une chose paradoxale qui était intéressante, et je termine dans 30 secondes, on a vu un lien malgré tout entre donc les femmes restent moins en responsabilité, en première responsabilité. Pour autant, celles qui sont restées le plus, c'est celles qui avaient des gros mandats déjà, qui étaient secrétaires générales d'UD, d'union départementale ou de fédération. Et donc, ça posait la question, ça relançait le débat sur le cumul. C'est-à-dire que du coup, pour ces femmes-là qui avaient déjà des responsabilités, si on n'autorise pas le cumul, elles seraient moins restées en responsabilité. C'était un paradoxe observé de l'étude. Et dans les leviers qui ont été proposés, et j'en termine là, il y avait évidemment le fait de repenser la façon de diriger. Faut-il permettre, par exemple, plus de collégialité des binômes, avec aussi des camarades qui se disent mais pourquoi faudra à tout prix que les femmes soient en binôme quand elles arrivent en première responsabilité? Donc voilà, tout ça se discute. Les questions de respect d'articulation des temps de vie, bien sûr, l'accompagnement à la parentalité, les questions d'aide de garde des enfants, mais aussi d'aide au ménage, puisqu'on a vu que c'était lourd. Et puis il y a 5 ans, les propositions qu'elles faisaient, les femmes qui ont été auditionnées pour l'enquête, elles proposaient de favoriser le travail à distance. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc, c'est un marqueur d'évolution nécessaire de toutes les organes. Voilà, moi, j'en termine là. Je m'excuse. J'espère que je n'ai pas trop débordé le temps. Laïri. Je t'entends pas. Laïri. Pardon. Merci, on est parfaitement dans les temps. Donc, juste avant de continuer, il y a quelqu'un qui demande si on peut avoir accès à l'étude de l'IRES. Je pense que c'est sur Internet. Sans problème, sur Internet, IRES, étude Rachel Silvera. Voilà. Ok. Alors, Swan Belhaddad. Donc, vous êtes fondatrice de Citoyenneté Possible et vous connaissez bien le secteur associatif. Est-ce qu'on retrouve ce que Raphaël Manière nous a raconté, l'autocensure? Je me mets mon démarrage parce que je suis pas une bonne gestionnaire du temps pour ça. Oui. Voilà, d'accord. Bien sûr qu'on recoupe d'ailleurs, moi je suis très contente parce que j'avais vraiment hâte, je ne connaissais pas Raphaël de visu, mais voilà, je connaissais de ses positions et j'avais hâte de l'entendre. Et j'en ai eu vraiment pour mon attente. Non seulement ce que dit Raphaël est juste, mais moi je compléterais, en tout cas je prendrais un autre angle, qui est ce que le féminisme aussi nous a appris et nous apprend désormais de plus en plus, c'est-à-dire comment partir aussi de soi. Raphaël a très bien expliqué tout ce qu'il en était d'un point de vue sociétal. Et j'aimerais bien, là, nous, qu'on parte de nous femmes. Préciser de quelle place je parle. Vous l'avez dit, je suis fondatrice de Citoyenneté Possible, qui travaille vraiment sur la déconstruction du préjugé. Je suis également membre du Fonds pour les femmes en Méditerranée, qui est un fonds qui soutient, en fait, des associations qui sont pour l'émancipation des femmes dans tout le bassin méditerranéen et qui, par ailleurs, vous allez voir en quoi ça nous intéresse, fait beaucoup de formation et d'accompagnement à l'estime de soi pour mieux renforcer le mouvement des femmes. Et c'est en ça, en fait, que je vais m'inscrire dans le sillon de Raphaël, parce que si je pars de ce que le titre d'intitulé à notre rencontre, qui est en fait comment les femmes s'engagent. Moi, j'ai vraiment envie de répondre par une seule phrase là, tout de suite, c'est que dans le domaine associatif, la façon dont les femmes s'engagent, si on entend par comment, de quelle manière, par quels moyens, la première réponse, c'est par le sacrifice. Et alors, attention, loin de moi de poser vraiment l'engagement des femmes comme du misérabilisme, etc. Je suis une féministe qui défend un féminisme joyeux, inclusif, puissant, mais force est de constater sur le terrain, et aujourd'hui, ça n'a jamais été un scoop, sauf qu'aujourd'hui, on nous entend maintenant là-dessus. En fait, on se rend compte que ce qui est de l'ordre de l'engagement d'une femme, c'est d'abord considéré comme, entre guillemets, naturel, parce que ce serait un peu de l'ordre du don de soi, en fait. Et vous savez,
cette association on arrêterait 10 personnes dans la rue, allez, dites-nous, quand on vous dit une femme et le don, il y a bien sûr tout de suite ce qui vient, donner la vie, prodiguer des soins, manifester de la sollicitude envers les autres. Mais il y a aussi cette idée associative de faire don de son corps, de sa beauté, faire de ses charmes. Et c'est très intéressant, vraiment, et très, très important de penser l'engagement des femmes avec cet élément incontournable de la question du don. Première chose. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui explique que, effectivement, malgré le tableau impressionnant de Raphaël sur tout ce que les femmes ont comme charge, si on prend aussi quelques chiffres, en fait, il y a presque 70% des emplois associatifs qui sont tenus par des femmes. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant comme chiffre, c'est impressionnant. Dans le cadre du bénévolat, ces mêmes femmes représentent 73%, en fait, de membres. Et quand il s'agit de s'investir dans des associations qui sont tournées vers la défense des droits ou des intérêts, elles sont 50% de membres, d'adhérentes. Voilà. Et alors là, on se dit, comment on se l'explique? Parce que, est-ce qu'elles ont plus de temps que les hommes? Pas sûr, et encore moins sûr avec tout ce que nous raconte Raphaël. D'accord. Est-ce que leur journée serait plus légère? Non, on sait qu'elles ont une double journée. Est-ce qu'elles ont moins besoin d'argent? Vraisemblablement, pas non plus. Et c'est là, une fois de plus, que si on prend la définition stricte de l'engagement, c'est quoi? On dit que c'est un acte par lequel on aurait une convention ou un contrat et par lequel on se lierait. Et c'est drôle parce que quand on pense aux femmes, et surtout aux femmes dans l'associatif, en fait, c'est qu'on a le sentiment que l'engagement, il précède la convention ou la signature. En fait, les femmes, elles s'engagent même sans rien signer, même sans rien. Mais j'entends symboliquement, si vous voulez. Pour elles, il y a quelque chose vraiment du don à la cause générale, quoi. Et voilà. Et j'avais juste envie qu'on se fasse un petit flashback. Alors, pour le public qui est là, et peut-être plus pour particulièrement les femmes, mais je pense que aussi les hommes peuvent tout à fait, et sont pour beaucoup quand même d'entre eux, de plus en plus conscients de ça. Mais si vous voulez quand même, déjà, petite fille, on intériorise très très vite que la participation à la vie collective, aider à la cuisine, faire la vaisselle, s'occuper de son petit frère, sa petite sœur, ça procède d'un devoir, en fait. Ça relèverait du bénévolat, de quelque chose de bien. C'est la valorisation par laquelle passe en fait l'éducation d'une petite fille. C'est intéressant d'ailleurs parce que il y a une étude en Grande-Bretagne qui date de 2018, je donnerai toutes les références, qui révèle que les garçons ont plus de 33% d'argent de poche que les filles. Et c'est là où on se dit que donc ça veut dire qu'en fait, donc petite fille, j'aurais intériorisé l'idée que l'argent qui me revient, c'est plus un argent qui n'est pas pour une récompense. En fait, un petit garçon négocie beaucoup mieux le fait que pour 1 euro, il faudrait qu'il aille faire les courses, etc. Alors qu'une petite fille l'inclut beaucoup plus dans le bien faire, quoi. Voilà. Alors, bien sûr, vu le temps, là, je fais un survol. Vous me prêterez l'intelligence de ne pas être que dans une généralité, une schématisation. Mais réellement, le profil, en revanche, le schéma est vraiment celui-ci qui est juste. Il y a une autre étude qui est intéressante. C'est une agence de recherche sur la question des enfants qui s'appelle Childwise et qui indique, ça, alors j'ai trouvé passionnant, que plus de 75% des garçons reçoivent des espèces, en fait, par les parents ou alors que les filles ne sont que 45% à en faire usage à leur guise et que, en fait, très majoritairement, par rapport aux parents ou quoi, elles doivent justifier de la nécessité d'une dépense pour obtenir, en fait, qu'on débloque leur argent. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi, moi, comme jeune femme, je développe très tôt l'idée que l'argent est avant tout convertible en pouvoir d'achat, beaucoup plus qu'en pouvoir d'agir. Voilà. Et c'est intéressant parce que, donc ça, c'était la première chose que je voulais sur cette question du don de soi. Et pour vous parler de manière aussi très, très pratique, très concrète, Citoyenneté possible et le Fonds pour les femmes en Méditerranée ont mené en partenariat, ça fait 9 mois qu'on a créé un réseau d'associations de femmes de quartier en Île-de-France et qui sont majoritairement des assos de femmes et tenus par des femmes et pour les femmes. Voilà.
Alors, on voulait avant tout, en fait, leur aménager un espace de parole, un peu un espace de pause. Et on s'est rendu compte de quoi? Je vais vous dire une fois de plus que des choses que vous savez, mais c'est important que ce soit publiquement reconnu. On s'est quand même rendu compte que ces associations-là étaient épuisées, et en même temps, elles peuvent jamais lâcher l'affaire. Elles sont épuisées parce qu'elles sont aussi très, très peu valorisées. Et le confinement l'a prouvé, en fait, si vous voulez, c'est que si aujourd'hui on a de plus en plus d'associations qui sont tenues par des jeunes qui sortent d'écoles de commerce, donc qui s'investissent dans l'intérêt général, mais en sachant tout à fait comment gérer l'associatif, comment le penser, comment planifier, ça n'est pas le cas des associations locales qui, en revanche, ont une très grande expertise sur leur terrain, sur les différents angles de leur territoire. Et par ailleurs, quand il y a eu, par exemple, des distributions alimentaires à faire, les grosses associations n'ont pas pu intégrer ces terrains-là. C'est les associations locales. Moi, il y a une chose qui me touche beaucoup, c'est que chaque fois qu'on a une réunion avec ce réseau d'associations et qu'on commence par un tour de météo en leur disant, par exemple, Raphaël, comment vas-tu? Eva, comment vas-tu? Nayeri, comment vas-tu? Systématiquement, la femme répond par des nouvelles de l'association ou du quartier, en fait, ou de l'état du pays. Et tout le travail qu'on essaye de faire, c'est de dire que pour se dédier aux autres, il faut d'abord se dédier pour ça. Et ce que le mouvement et l'après-mouvement MeToo nous enseignent, c'est que maintenant, quand on dit ça, on n'est pas dans du développement personnel, on n'est pas dans une espèce de nombrilisme, on est dans quelque chose qui est salvateur, qui est de l'ordre, mais vraiment de l'utilité publique. Et ce qui m'amène en fait à une autre chose aussi, c'est qu'on ne peut pas parler d'engagement des femmes sans parler d'argent et sans parler du tabou que les femmes ont sur l'argent. C'est vraiment un truc sur lequel Citoyenneté Possible gamberge beaucoup. Ils le font pour les femmes en Méditerranée. Quand le fonds reçoit des projets d'association, on se rend compte que très souvent, il n'y a pas la ligne du budget. Dans le budget, il n'y a pas la ligne pour la porteuse de projet. Ou alors, c'est une ligne qui est moindre. C'est-à-dire que le projet, la cause, passera toujours avant. Et moi, en fait, si vous voulez, engagée, je me mettrai toujours derrière. D'abord parce qu'on a du mal à se dire qu'on va toucher de l'argent sur une cause qu'on trouve noble. Et je vais en terminer par ça. Ce que je voudrais dire, c'est que la question de l'argent, elle est incontournable. Quand on sait qu'une femme en entreprise, donc dans un milieu un petit peu plus décomplexé que celui de l'associatif, a un mal fou à demander une augmentation en fait de salaire, on peut se dire qu'est-ce qu'il en est aussi dans le milieu associatif. Et je terminerai par des propositions pour qu'on soit dans le concret et dans le verre plein. C'est que, c'est sûr qu'on doit continuer à travailler sur la déconstruction de nos représentations. Des petites filles, c'est quelque chose dans la scolarité, enseigner vraiment et initier les gamines à la gestion, et pas seulement au pilote-pattes, mais aussi au taux d'intérêt, etc. Ça, c'est vraiment bon. Et puis aussi, et Raphaël l'a dit, la question du doute. Si depuis petite, j'entends qu'au bout d'un moment, je ne peux pas grimper aux arbres, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je vais effectivement penser mes capacités plus à la forme négative, je ne peux pas, je n'ose pas, que à la forme affirmative. Et ça, nous, on l'a vu avec le FFMed. Depuis 10 ans, on forme des jeunes femmes qui aujourd'hui sont soit leaders en Algérie ou au Irak, soit en Tunisie, soit en France, soit en Italie. C'est possible de se dire que quand je dis clairement je vaux quelque chose, ça ne veut pas dire que je me la pète, ça ne veut pas dire que je suis prétentieuse, etc. Et donc, voilà. Et la dernière chose, je vous en prie, mesdames, messieurs qui nous écoutez, vraiment, soutenez les femmes des associations locales en soutenant financièrement pour leur poste et pas pour les actions. Et puis, conviez-les dans des conseils d'administration. Mettez les gens de terrain, en fait, dans les postes de pouvoir. Je dois avoir dépassé de 3 minutes, mais... Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Avant de continuer, je rappelle juste aux participants qu'ils peuvent dès maintenant poser des questions en tapant leurs questions dans l'onglet questions. Voilà. Et donc Eva Sass, vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts.
Qu'est-ce qu'il en est du monde politique? Est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux de la situation des femmes en politique? Bonjour à tous, merci Naïri. Alors oui, vous le savez, la loi parité, elle date de 2000, elle a 20 ans aujourd'hui, ou depuis quelques mois. Elle avait mis en place l'obligation d'un nombre égal de femmes et d'hommes dans les scrutins de liste, mais aussi une retenue financière pour la non-parité dans les investitures législatives. Ça, c'était le premier pas en termes de parité en politique. Et elle a été complétée en 2013 par le scrutin binominal aux élections départementales, puisqu'on s'était aperçu qu'aux élections départementales, il y avait parfois même des conseils départementaux entièrement composés d'hommes. Donc, il y avait nécessité également d'avancer sur ce point. Alors, grâce à ces lois, il y a aujourd'hui à peu près 50% de femmes, évidemment, parmi les élus municipaux des communes de plus de 1000 habitants ou parmi les députés européens, par exemple. Mais on constate qu'il y a encore des déséquilibres. Il n'y a toujours que 39% de femmes à l'Assemblée nationale aujourd'hui et il n'y a toujours que 20% de communes, surtout, qui ont des maires femmes. Il faut noter quand même que dans la période récente, la situation s'est quand même nettement améliorée, puisque en 2017, on est passé de 27% de députés femmes à 39%. Donc, on a quand même là, pour le coup, franchi un cap. Et même aux dernières élections municipales, il y a eu 1000 communes qui sont passées d'un maire homme à une maire femme. Et donc, on progresse d'ailleurs, notamment parmi les villes de plus de 100 000 habitants. Donc, ça, c'est plutôt des éléments positifs. Mais pourquoi, alors, malgré ces lois, ça progresse aussi lentement et pourquoi il y a toujours une difficulté d'accès aux responsabilités pour les femmes? D'abord parce que certains partis ne jouent pas le jeu, malgré ces lois. Il y a certains partis, comme vous le savez, qui préfèrent payer des pénalités plutôt que de présenter autant de femmes que d'hommes aux élections législatives. Il y a des pénalités à hauteur de 1,8 million d'euros chez les Républicains, 253 000 euros quand même pour la France insoumise. Donc, il y a encore des partis qui ne jouent pas le jeu, même sur ces éléments-là. C'est d'ailleurs en discussion le fait d'augmenter ces sanctions financières. Quand ils présentent des femmes, ils les présentent parfois sur des circonscriptions non gagnables. C'est une bonne vieille technique d'homme de façon à ce que, oui, ils présentent autant de candidats, mais il y a beaucoup moins d'élus à la fin. Et puis, dès qu'il n'y a pas d'obligation, et pour le coup, c'est vrai même chez les partis qui jouent le jeu, en tout cas légal, dès qu'il y a, par exemple, désignation d'une tête de liste, eh bien, c'est souvent des hommes. Et même quand les partis jouent vraiment le jeu, pour le coup, il reste des freins. Et pour le coup, le Parti vert est plutôt un bon exemple parce que c'est un cas intéressant parce que dès 1984, dès la fondation des Verts, ils ont inscrit dans leur statut la parité, d'abord le féminisme dans les valeurs et la parité dans toutes les instances exécutives, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Nous avons des règles féministes sur beaucoup d'autres aspects. Par exemple, nous faisons les règles de prise de parole alternée, femmes-hommes, Shabada, comme on dit chez nous, ce qui est de façon très stricte, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de femmes inscrites, les hommes ne peuvent plus parler, ce qui est toujours un peu agréable parce que ça les oblige à trouver des femmes qui parlent et à inciter les copines à parler. Et on fait des désignations de candidates et candidats paritaires par cercle d'éligibilité, justement pour éviter qu'on envoie, par exemple, les femmes sur des circonscriptions non gagnables, ce qui fait qu'à la fin, elles sont investies sur des postes qui sont éligibles et on est attentif à cela. Au final, d'ailleurs, les résultats ne sont pas négatifs puisque dans la précédente mandature à l'Assemblée, on était le seul groupe qui était paritaire. On était petit, il y avait autant de femmes que d'hommes. Et puis même sur les 7 villes de plus de 100 000 habitants qui sont dirigées par des écologistes, il y a 3 femmes maires et 4 hommes. Donc, les résultats ne sont pas forcément négatifs, même dans l'accès aux responsabilités. Mais pour vivre cela de l'intérieur, je peux vous dire que c'est quand même encore un combat et que c'est encore très difficile, y compris chez les Verts. Donc même quand on a des règles, ce n'est pas évident. D'abord, on a toujours beaucoup de mal à trouver des femmes candidates. On a le plus souvent l'obligation d'imposer la parité aux hommes par des règles très strictes et dès qu'il n'y a plus de règles,
il y a forcément une proportion plus importante d'hommes. Et surtout, parmi les militants, parmi les adhérents et adhérentes, il y a encore 62% d'hommes et 38% de femmes. Donc, pour un parti qui se dit féministe, et forcément, ça pose question. Alors, quels sont les freins et pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Une bonne question, et d'ailleurs, on aura peut-être des points de vue pas forcément identiques, c'est est-ce que les femmes s'autocensurent? C'est souvent ce qu'on entend en politique. On dit souvent, enfin en politique ailleurs d'ailleurs, on dit souvent que les femmes attendent d'avoir 120% des compétences pour postuler à un poste, alors que les hommes postuleraient quand ils n'en ont que 60%. Quand on regarde de façon un peu plus détaillée, outre le fait qu'il n'y a pas d'études qui montrent ça de façon réelle, en fait, quand on pose la question aux hommes aussi sur la confiance qu'ils peuvent avoir en eux, on se rend compte que 50% des hommes aussi n'ont pas confiance en eux, de la même façon que 50% des femmes n'ont pas confiance en elles. Donc, cette explication qui est un peu de l'ordre de la psychologie, elle me semble un peu contradictoire avec l'explication réelle qui est plutôt de l'ordre de la sociologie. Parce que si on regarde la façon dont est faite la politique, et c'est vrai dans d'autres cercles, c'est vraiment un monde qui est fait par les hommes et pour les hommes. Quand j'étais députée, il se trouve que j'étais enceinte et que j'étais pas la seule, d'ailleurs il y en a eu d'autres. Et je me suis rendu compte à cette occasion-là, par exemple, qu'il n'y avait pas de congé de maternité pour les députés EES. Et je me suis un peu battue sur cette question-là qui pouvait paraître anecdotique, mais pourquoi? Parce que ça montrait vraiment que, en fait, le règlement et les règles de l'Assemblée nationale avaient été faites pour les hommes et c'était même un impensé, c'est-à-dire que c'est quelque chose, la maternité était forcément quelque chose qui n'avait pas sa place et ça envoyait indirectement le message aux femmes que leur place en tant que femme n'était pas à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je pense que c'est plutôt les codes qu'il faut changer plutôt que la psychologie des femmes et qu'il faut aller vers moins de sexisme en politique. Ça nous paraît important. Pourquoi? Parce que le choix qui peut rester aux femmes dans ce monde d'hommes, c'est soit de se conformer au code des hommes, soit pour le coup de surjouer la féminité. C'est ce que les féministes appellent à juste titre le syndrome de la schtroumpfette, c'est-à-dire la seule fille dans un monde d'hommes, ou la reine des abeilles. On finit par jouer de cette façon d'être seule femme dans un monde d'hommes. Donc, oui, il y a de l'autocensure, mais ce n'est pas tant dû à la psychologie des femmes, c'est plutôt dû à l'intériorisation par les femmes que les codes de la politique sont des codes masculins et ne sont pas les leurs. Le deuxième élément, je le passerai rapidement, je ne sais pas du tout où je suis du temps, mais Néry me coupera quand il faudra. Le deuxième élément qui est déterminant pour l'engagement des femmes en politique, ça a été dit par Raphaël aussi, c'est vraiment très important, c'est la question de la disponibilité. C'est vrai dans d'autres secteurs, mais c'est particulièrement vrai en politique parce que toutes les réunions sont le soir et le week-end et qu'il faut faire ça en plus de son activité professionnelle et pour les femmes en plus de leur activité domestique et familiale. Donc, Raphaël a très bien décrit le partage encore très inéquitable des tâches entre les femmes et les hommes et surtout peut-être de la charge mentale parce que même dans les tâches domestiques, on se rend compte d'ailleurs que ce que les hommes font, c'est plutôt des tâches non répétitives, ponctuelles et qui offrent plus de souplesse, de type bricolage, des courses, alors que tout ce qui est répétitif et contraignant, c'est encore de l'ordre des femmes. Donc, ce manque de disponibilité, à mon avis, il est complètement déterminant. Et le troisième élément, c'est une forme de solidarité masculine, de fonctionnement un peu en meute, où ils s'entraident plus que ne le font les femmes. Et d'ailleurs, ils détiennent souvent les postes qui permettent cette entraide. Même chez les Verts, où il y a eu plusieurs secrétaires nationales femmes, le délégué aux élections, par exemple, a toujours été un homme jusqu'à aujourd'hui, comme quoi tout évolue. Ou enfin, on a une déléguée aux élections femme. C'était finalement les hommes qui distribuaient et se distribuaient les postes en détenant les postes clés qui le permettaient.
Donc, à mon sens, pour faire progresser l'engagement des femmes en politique et leur accès aux responsabilités, il faut faire évoluer des éléments en profondeur. D'abord, comme je le disais, faire évoluer les codes de la politique qui sont pour l'instant des codes masculins et donc vraiment combattre le sexisme en politique et éviter aussi que les femmes intériorisent le fait que ce ne sont pas leurs codes. Il faut que nous arrivions à imposer nos codes en politique. Construire des réseaux de solidarité entre femmes pour éviter ce que j'appelais tout à l'heure le syndrome de la schtroumpfette. Et d'ailleurs, il me semble que de ce point de vue-là, là aussi, ça progresse. Ce qu'on appelle dans les réseaux féministes la sororité est effectivement, pour le coup, un élément qui me semble progresser en ce moment, y compris entre les partis. Il y a maintenant des réseaux de femmes qui sont transpartisans et je pense que c'est vraiment intéressant qu'on développe cette entraide entre femmes. Et puis, la clé vraiment déterminante, c'est ce que vous avez dit, c'est une évolution beaucoup plus structurelle et en profondeur de la société sur le partage des tâches familiales et domestiques et des représentations. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que des simples lois de type parité, des simples lois appliquées aux partis politiques ne suffiront pas et qu'il il faut une évolution plus profonde de la société pour qu'au final, il y ait plus de femmes qui s'engagent en tant que militantes et qu'ensuite elles puissent accéder aux responsabilités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eva. Alors, Lucie Gras, qu'en est-il de l'économie sociale et solidaire? Je crois que ESS fait une étude sur ce sujet. Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, je suis vraiment ravie d'intervenir aujourd'hui pour plein de raisons. La première, même si on n'est pas à Dijon, quand même, les JEA, c'est Dijon et que Dijon, c'est mon cœur et c'est ma ville. Mais aussi, ces journées de l'économie autrement sont un moment très important dans la vie de l'économie sociale et solidaire et évidemment la clôture du mois de l'ESS qui se déroule avec ces journées d'économie autrement. J'ai des pensées très émues pour Philippe Frémaux aujourd'hui, encore plus que d'habitude. Et puis, évidemment, la question de l'égalité femmes-hommes me touche beaucoup. Alors, en effet, à ESS France, nous avons réalisé 3 études. Il y en a une première qui est vraiment un état des lieux générique sur l'égalité femmes-hommes dans l'économie sociale et solidaire, donc des questions de salariat, des questions d'entrepreneuriat. Il y en a une deuxième qui est sur le genre et le bénévolat, et puis une troisième sur l'égalité femmes-hommes dans les instances, dans la gouvernance des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, je vais surtout parler de cette dernière. Mais bon, en général, l'ESS, je veux dire, malheureusement, elle ne fait pas mieux que tout le monde et que toutes les organisations. Alors, oui, il y a 68% des femmes, des salariés de l'économie sociale et solidaire qui sont des femmes. Mais quand on regarde un peu les métiers, on voit que c'est souvent des emplois précaires ou en tout cas difficiles, comme par exemple dans le secteur sanitaire et social. Je pense aux aides à domicile, aux aides-soignantes, etc. 41% des femmes qui travaillent dans l'ESS le font à temps partiel. Alors, il faudrait vérifier si c'est du temps partiel choisi. Je ne sais pas, je prends toutes les précautions possibles, je ne suis pas certaine, je ne sais pas. En tout cas, les femmes, elles ont 2 fois moins de chances d'être cadres. Et puis, je voudrais répondre en particulier à la question de l'engagement. Il y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui déclarent faire du bénévolat dans l'économie sociale et solidaire. C'est 42% de femmes et 45% des hommes. Mais quand on creuse un peu, elles n'agissent pas dans les mêmes secteurs. Alors, elles sont bénévoles dans le secteur social, encore une fois, caritatif, la défense des droits, je crois que c'est Swat qui l'a dit tout à l'heure, alors que les hommes sont bénévoles dans des secteurs un peu plus de détente, le sport, les loisirs, le club de foot, le club de machin. Bon. Alors, ça fait écho à aussi tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait, c'était Swat encore qui parlait de la question du don de soi. Donc, on retrouve cette question-là. On trouve aussi la question des enfants à charge, puisque ça fait aussi beaucoup varier la question de l'engagement des femmes, puisque les femmes qui ont au moins un enfant de moins de 3 ans font beaucoup moins de bénévolat. La question du mécanisme de plafond de verre s'applique aussi dans l'économie sociale et solidaire. Seulement 45% des femmes sont administratrices, donc
5% des hommes. Bon, pas tout à fait la moitié encore. Pas si mal. C'est pas encore la moitié. Mais alors, quand on regarde les présidences, on a seulement 39% des femmes contre 61% des hommes. Je vous laisse faire vos commentaires. Alors, ok, ça évolue un peu. En 2002, il y avait 34% de présidentes et en 2017, 39%. Ça évolue un peu. Mais bon, en 15 ans, c'est quand même bien long pour gagner 5%. Voilà, ça c'est quand même un peu une première analyse. Alors, je pense qu'il faut casser les stéréotypes. Tout à l'heure, on parlait de la question du temps. Hein, donc, c'est aussi peut-être en premier, je ne sais pas, mais un des leviers, c'est aussi aux femmes d'agir. Quand on les questionne, elles se sentent coupables de ne pas être en famille. La question de la disponibilité revient, la question du temps aussi. Donc, c'est aussi peut-être un peu aux femmes de changer cet esprit et puis de prendre du temps pour elles. Et peut-être de ne pas s'auto-censurer ou en tout cas, peut-être aussi de gagner un peu de confiance en elles. Ensuite, il me semble qu'il faut encore et encore et encore renforcer la visibilité de la question de l'égalité femmes-hommes et de ce sujet-là. Alors, produire des données, valoriser des bonnes pratiques et puis peut-être surtout valoriser l'intégration volontariste, proactive des femmes dans les entreprises, dans les instances, etc. Et puis, pourquoi pas favoriser la question de la conditionnalité des aides publiques à des indicateurs de performance extra-économique, dont l'égalité femmes-hommes. On parle souvent des indicateurs plus écologiques, verts, sociétaux, mais pourquoi pas ajouter un indicateur sur l'égalité femmes-hommes. Et puis peut-être pour terminer à ce stade, je voudrais ouvrir un peu l'horizon et parler d'une dimension européenne. Alors l'égalité femmes-hommes, c'est pas uniquement une grande cause nationale du quinquennat du président français, hein, c'est aussi une priorité de l'Union européenne. Mais depuis 1957, le traité de Rome, depuis 1957. Voilà. Puis en avril 2020, hein, la Commission européenne a lancé une consultation sur les mesures de transparence salariale pour une conditionnalité des aides publiques européennes. Et puis enfin, cette préoccupation est portée au niveau mondial. Quand on sait qu'il va falloir 100 ans pour arriver à l'égalité femmes-hommes dans le monde, je me questionne encore comment on arrive à accélérer et comment faire mieux, quoi. À part ne rien lâcher, ne jamais rien lâcher et ne rien lâcher. Merci beaucoup, merci. Alors, on va prendre les questions, on va les prendre dans l'ordre où elles ont été posées. Alors, ça, c'est une question un peu pour chacune des intervenantes. Que pensez-vous de l'Allemagne qui vient de voter un quota de présence féminine dans les directoires d'entreprise? Du bien, je vois. Alors, qui veut prendre la parole? Eva. Eva, on t'entend pas. Il faut que tu mettes ton micro. Il faut que tu mettes ton micro, Eva. Le micro. Eva, il faut que tu mettes ton micro. Ça y est. Oui, bien sûr que j'en pense du bien. Moi, je veux dire, on l'a vu en politique, les quotas, ça a un effet et ça a un effet direct. Et il faut passer, en effet, en passer par là. On n'a pas parlé de l'index égalité femmes-hommes, mais il n'a pas que des qualités, on va dire. Disons qu'il est facile d'avoir beaucoup de points à l'index égalité femmes-hommes, mais pour faire sur le plan professionnel le tour de plusieurs entreprises, là où il reste encore des points à gagner pour les entreprises, pour le coup, c'est dans c'est l'égal accès au comité de direction. À chaque fois, les comités de direction ne sont pas paritaires. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut en passer par là et instaurer des quotas parce que c'est la seule façon, finalement, de faire évoluer, en tout cas rapidement, les choses. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Bon, moi, je veux bien compléter.
Bon, ce que fait l'Allemagne, ça a été mis en place il y a quelques années. C'est la loi Zimmermann-Copé en France. Donc, on a vu qu'il y a des résultats qui sont positifs et en même temps, on peut pas se satisfaire que de mesures de parité, parce que comme on l'a vu, ça suffit pas en fait. C'est indispensable de mettre en place des contraintes pour que l'égalité existe dans les lieux de décision et de pouvoir, parce que c'est quand même une question de pouvoir qui se joue à ces endroits-là. Et en même temps, ça suffit pas. Si dans les entreprises se décline pas une culture d'égalité interne avec de la négociation, je reviens sur l'index. Nous, on trouve qu'il est insuffisant parce qu'on a observé avec cet index qu'il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent à avoir 75% de points alors qu'elles sont avec elles sont pas transparentes dans les données qu'elles donnent aux organisations syndicales. Elles ne vont pas forcément sur la négociation. Alors, c'est quand même ça qui est intéressant. C'est de discuter, de construire ensemble, c'est de commenter ensemble un rapport de situation comparé qui donne à voir la place des femmes et des hommes dans des structures, dans des lieux de travail. Et donc, ça suffit. Voilà, c'est très bien que l'Allemagne ait fait ça, mais ça ne peut pas suffire. On va être sur des leviers sociétaux nécessaires à construire si on veut vraiment changer de paradigme. Oui, Swad. J'abonde tout à fait à ce que dit Raphaël, mais je voudrais quand même pour ma part revenir sur le fait que je pense que c'est très très important comme décision. Longtemps, j'ai été contre les quotas. Et puis aujourd'hui, résolument, je suis pour ces quotas, malgré tout le débat que ça soulève. Par ailleurs, je m'appelle Souad Belhaddad, je suis issue d'une minorité. Donc, il y a eu aussi cette question, si vous voulez, des quotas, par exemple, à l'entrée du concours de Sciences Po, etc. Et en fait, fondamentalement, je pense que notre société ne pourra pas avancer sans. Alors, on peut aussi, pour ne rien figer, penser que ce sont des quotas d'une période transitoire. On peut se donner 5 ans, voir comment ça se passe, et puis un peu comme les lois de bioéthique, vous voyez, c'est-à-dire une société change, donc on voit qu'on adapte, mais je ne vois vraiment pas par quel Saint-Esprit ça pourrait bouger, parce que je trouve que toutes nos interventions sont très complémentaires, dans la mesure où on explique qu'il y a du patriarcal, du sociétal, de l'individuel. Et j'ajouterais juste que, justement, j'ai été un peu quand même frappée, Eva, par un petit moment de votre intervention, par ailleurs tout à fait intéressante, parce que je pense que quand on est dominé depuis très très longtemps, ça ne peut pas être sans impact individuellement, psychiquement, et j'ai trouvé que le terme, si vous voulez, de psychologie de femme, qui moi, un terme que je n'emploierais vraiment jamais, ne me paraît pas du tout approprié, parce que ce dont on parle, quand on parle d'autocensure, qui est un élément qui existe, et vous faites très très bien, justement, j'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez décrypté ce concept, mais il existe quand même, appelons-le plafond de verre, appelons-le autrement, parce que, et là, on peut vraiment citer des France Fanon et beaucoup de féministes qui ont travaillé là-dessus, avoir intégré cette domination pendant longtemps ne peut pas laisser sans impact. Donc, il ne s'agit pas de psychologie, il s'agit réellement d'une construction sociétale, et une construction sociétale, eh bien, elle est aussi mentale. Voilà. Donc, et c'est en ça que je pense que la question des quotas, au bout d'un moment, c'est un bon poussoir. Oui, juste pour répondre, j'ai du mal à m'exprimer parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Ah ben c'est super alors. Non, au contraire, je pense que les explications psychologiques permettent d'éviter d'aborder la question sociologique qui, à mon avis, est déterminante. Donc, justement, c'est souvent porté par des hommes aussi, le fait que les femmes se dévalorisent, etc. Je pense que, et ça a un effet en plus, reproducteur, c'est-à-dire que plus on explique aux femmes qu'elles se dévalorisent, moins elles vont se valoriser ou moins elles vont trouver ça normal de se valoriser.
Donc, non, moi, je trouve au contraire qu'il faut souligner le fait que c'est la sociologie et les explications sociologiques, mais qui sont effectivement intériorisées parfois par les femmes, parce qu'effectivement, on leur envoie le message que leur place n'est pas ici, mais ce n'est pas la psychologie des femmes. Bien sûr, ah bah, bravo. Super. On est d'accord. Oh, zut, on aurait pu trouver un désaccord, mais non, décidément, les femmes sont d'accord sur ce même combat. Alors, la prochaine question, justement, elle est sur. C'est une question sur le plan de la théorie. Que pensez-vous de la théorie du genre? Est-ce que l'une d'entre vous se sent de définir la théorie du genre? Il y a plusieurs théories du genre. Il me semble que moi je dirais que c'est une façon d'expliquer les différences sexuelles par des constructions sociales, quoi. C'est comme ça que je le définirais. Bon, moi, je veux bien commencer. Donc, la théorie du genre, pour moi, n'existe pas. Hein. C'est quand Najat Vallaud-Belkacem a voulu mettre en place dans les écoles les ABCD de l'égalité, c'était l'idée de porter une culture de l'égalité auprès des jeunes élèves pour justement déconstruire les stéréotypes sexistes. Et c'est à ce moment-là c'est aussi ce moment-là où il y avait tout ce mouvement contre le mariage pour tous, hein, et donc est montée cette idée qu'il y aurait une théorie du genre, qu'on allait apprendre aux petits garçons et aux petites filles comment faire l'amour ou je ne sais quoi. Donc la théorie du genre, très clairement, elle n'existe pas. Il y a des différences de sexe biologique entre les femmes et les hommes, et il y a la dimension genre qui consiste à voir la place des femmes et des hommes dans la société à un moment donné, dans une histoire qui est racontée. Et donc, quand on parle et après il y a tout ce où on va parler d'identité de genre, qui n'est pas l'orientation sexuelle, c'est quelque chose de différent. Donc, il ne faut pas faire de confusion. C'est important d'avoir un regard genré sur la place des femmes dans la société, dans un lieu de travail, parce que ça permet de savoir exactement à quel endroit ils sont et quelle histoire ça raconte sur leur place à ce moment-là. Et après, il y a le sexe, mais la théorie du genre n'existe pas. C'est plutôt du verbiage et des mots qui sont mince, je ne trouve plus les mots. C'est plutôt très conservateur de penser qu'il y aurait une théorie du genre. Voilà. Il faut surtout pas s'enfermer là-dedans. Hein. Oui. Après, dans les pays anglo-saxons, on parle de gender studies, mais c'est ce que tu disais, Raphaël. C'est le genre. Oui, c'est les études de genre. Oui, c'est comment se construit le genre. Alors, la prochaine question est pour Eva. Y a-t-il dans les partis politiques des commissions ou collectifs pour suivre la présence et la représentation des femmes? Alors, j'avoue que je ne peux pas répondre pour les autres partis. Alors, chez les Verts, il y en a beaucoup. Mais il y a un observatoire de la parité. Il y a évidemment une commission féminisme, mais là qui est plus sur les messages qu'on porte à l'extérieur. Et puis, il y a une cellule concernant le harcèlement pour les violences sexuelles et sexistes qui permet de recueillir les signalements sur les violences sexuelles et sexistes. Donc, tout ça se complète d'ailleurs au fur et à mesure, et c'est toujours pas suffisant, hein, d'ailleurs, mais on continue à développer cet arsenal. C'est pas forcément évident, mais en tout cas, l'Observatoire de la parité a permis, dans les dernières avancées, j'évoquais les cercles d'éligibilité. C'est pas si ancien que ça, c'est-à-dire tout au départ, on n'avait pas cette notion de cercle d'éligibilité, ce qui fait qu'effectivement, si on n'était pas attentif, à la fin, il y avait moins d'élus femmes, bien qu'il y ait autant de candidats. Donc maintenant, on est quand même très pointilleux sur ces questions-là. Voilà. Donc chez nous, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a évidemment dans d'autres partis, mais je ne peux pas répondre à leur place. Merci. J'ai une question. Oui, Raphaël?
Oui, donc c'était sur les outils mis en place en interne. Bon, moi, je veux bien rebondir. Et puis, je voulais qu'on se redise comme 99 a été vraiment un moment politique important pour les femmes parce que il y a eu ce combat porté par Gisèle Halimi pour intégrer la parité en politique, mais ça a été suivi aussi au niveau des assemblées. Donc moi, je suis au CESE, mais le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est bien en 99, dans la continuité de la mise en place de cette loi, que notamment une sénatrice communiste avait proposé la création d'une délégation droits des femmes au Sénat. Et ça, c'était vraiment important. Une délégation au Sénat, une délégation à l'Assemblée nationale. Et nous, au CESE, la délégation, on vient de faire nos 20 ans. Donc, c'est vraiment un moment politique important, 99. Et même si on se dit que ça suffit pas, la parité, j'ai envie de vous dire, au CESE, figurez-vous que nous sommes l'Assemblée, donc la 3e Assemblée de France, mais on est à 47% de femmes. On est donc paritaire depuis maintenant, je crois, ça fait 10 ans. Il y a une obligation de parité. Voilà, ça, c'est super. Après, on a observé que sur la gouvernance des sections, il y a aussi beaucoup de femmes. Il y a plus de femmes qui sont présidentes de sections que d'hommes. Ça, c'est super. Après, au bureau, qui est l'instance décisionnelle du CESE, il n'y a pas la parité stricte, mais il y a beaucoup de femmes quand même. Donc, il faut quand même continuer. Et le bémol, c'est à la délégation droits des femmes du CESE, sur une trentaine de conseillers, conseillères, il y a 7 hommes. Et en présentiel, pour de vrai, il y en a un. Voilà. Donc ça, c'est la face moche de quand on se dit c'est chouette, il y a plein de choses qui avancent. Et puis la face cachée, c'est ça. Pour donner en lumière quelques outils sur nous au niveau de la CGT. Donc voilà, pareil, 99, nous on met en place cette parité aux plus hautes instances de la CGT et c'était vraiment important. On a aussi une charte égalité qui a été mise en place en 2007. Donc, l'idée, c'est à la fois de mesurer, donc on a un rapport de situation comparé, maintenant en interne, tous les ans, pour savoir quelle est la place des femmes dans la CGT. Pour l'anecdote, on s'est rendu compte qu'elles montent plus en responsabilité grâce au territoire, donc à nos unions locales et à nos unions départementales, que grâce à nos fédérations professionnelles. Et on s'est rendu compte, par exemple, que dans les formations, elles sont moins présentes, bon, comme au niveau professionnel, elles sont moins présentes dans les lieux de formation. Par contre, à chaque fois qu'on fait des formations sur égalité ou lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, là, on fait le plein, c'est 70% de stagiaires de femmes. Donc, un rapport de situation comparé qui nous permet quand même de voir ce qu'il faut encore faire avancer dans notre orga. On a donc dans la charte qui propose d'avoir un regard genré sur nos revendications, sur la négociation, travailler aussi à ce que la représentation des femmes et des hommes soit à parité au niveau national. Autre chose, on a créé voilà, c'est juste avant nous, un an avant la déflagration Feinstein, la CGT a décidé de créer une cellule interne contre les violences sexistes et sexuelles, donc dans la CGT. Donc ça fait 4 ans qu'elle existe, cette cellule. Et c'est ce qui a changé en fait ces dernières années, c'est le fait que les organisations politiques et syndicales développent de plus en plus en interne ces outils pour cadrer, sanctionner, protéger les victimes et faire en sorte qu'on soit vraiment dans des environnements non sexistes. Je vais oublier des trucs, mais tant pis. Et dans les leviers, une idée, mais qui n'est pas encore prise en compte, mais qui est importante. Si on veut que les femmes en précarité, les femmes en situation de monoparentalité, les femmes ouvrières employées arrivent en responsabilité, il faut aussi se questionner sur une aide ménagère. C'est lourd quand on est première dirigeante, quand on est seule avec ses gosses et qu'on a la triple journée et qu'il faut aussi assurer que le frigo soit plein, que ce soit pas crado à la maison, que le linge soit propre, c'est lourd. Et il faut que les organisations pensent à une aide, une indemnité de ménage. Moi, je pense que ça peut être vraiment un levier, une indemnité. Bien sûr, l'idéal, c'est que quand on est en couple, on arrive à partager. Bon, on n'y est pas encore, on l'a vu. Alors, quand on est toute seule, de toute façon, c'est compliqué. Et quand on va en responsabilité, le temps, là, il est compliqué à partager. Donc, réfléchir à une aide ménagère pour permettre aux femmes, dans ces situations particulières, ou aux hommes, d'ailleurs, ou aux hommes jeunes en situation de monoparentalité, ça peut être un levier pour leur permettre d'aller en responsabilité et surtout d'y rester, parce qu'il faut le temps aussi
quand on est en première responsabilité, de connaître comment une maison fonctionne et comment on peut faire avancer les rouages. Et dernière chose, mais bon, c'est un levier sociétal majeur dont on a besoin. On va passer à un congé paternité de 1 mois, tant mieux. Ça ne sera pas suffisant. Il faut aller comme l'Espagne sur un congé paternité de 4 semaines. Il faut revoir le congé parental qui est trop long, qui n'est pas assez rémunéré, qui n'est pas assez partagé. Il faut revoir les questions d'aide à la personne. Enfin voilà, on a un chantier énorme au niveau sociétal pour transformer la place des femmes en responsabilité et dans les orgas, bien sûr. Merci beaucoup. Il nous reste pas beaucoup de temps, donc du coup, je vais vous relayer les questions et puis vous choisirez auxquelles vous voulez répondre. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi sortir du binarisme sexuel pour s'approcher des théories critiques LGBTI+, pour comprendre encore mieux quels sont les codes masculins, mais aussi pour comprendre comment on peut intégrer les autres exclus? Est-ce qu'il faut une modification des parcours de formation et d'orientation vers certains métiers? Il y avait une question sur la culpabilité des femmes à être moins dans les foyers. N'est-elle pas le reflet qu'elles sont seules à organiser le foyer et à garantir le bien-être des enfants? Ça, on l'a déjà beaucoup dit, il me semble. Alors, une question pour Lucie Gras. Quelles mesures, actions faut-il mettre en place pour rendre l'ESS plus égalitaire dans ses instances de gouvernance? Peut-être qu'on va… Oui, je vais peut-être vous donner la parole tout de suite là-dessus, Lucie. Ok, Naïri, alors c'était ma conclusion, mais bon, je veux bien répondre tout de suite. Sur 3 niveaux. Le premier, c'est sur la question du sujet. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut jamais arrêter de promouvoir le sujet de l'égalité femmes-hommes sur les chiffres, sur essayer de trouver des solutions, etc. Le deuxième point, c'est une entrée plus spécifique en direction des femmes et comment aider les femmes à s'engager en particulier en matière logistique et comment les entreprises peuvent s'adapter à leurs contraintes. Je le dis comme ça. Alors, je sais pas, par exemple, les questions de crèche. Est-ce que les entreprises, elles peuvent pas trouver des moments d'accueil des enfants dont les femmes ont la charge? Est-ce qu'elles peuvent pas trouver des horaires qui faciliteraient l'engagement des femmes? Voilà, quelques exemples. Puis la troisième chose, c'est plus une entrée cette fois-ci par les entreprises. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis assez aussi pour les questions de contraintes et les questions d'obligations. Je vais prendre l'exemple des statuts. Quand les entreprises de l'économie sociale et solidaire mettent dans leur statut une obligation de parité vraiment 50-50 entre les hommes et les femmes, évidemment, ça aide un peu à avoir une égalité. Quand elles écrivent une parité autant que possible, évidemment, ça marche moins bien. Peut-être il y a la question des outils aussi, et essayer de produire des outils au sein des entreprises, comment accompagner les entreprises à améliorer leurs bonnes pratiques, à avoir des guides d'amélioration continue, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour la question de l'engagement. Puis après, là, il y a la question des RH. J'ai vu cette question-là. Alors, je vais en faire une réponse aussi un peu générique et plutôt sur les métiers en tension et comment améliorer la qualité de vie au travail et comment améliorer l'attractivité des métiers. Ça, c'est générique pour les questions d'aide à domicile ou en tout cas les métiers difficiles. Et puis, pourquoi ne pas avoir une politique volontariste d'embaucher des femmes à des postes à responsabilité de cadres, de dirigeants, de directrices, etc. Merci. Alors, il y a d'autres questions donc sur faut-il faire de l'égalité de l'égalité femmes-hommes une question à part entière. Une question sur l'écriture inclusive. Est-ce que c'est un combat utile? Naïri? Vous l'entendez, vous? Non. On peut peut-être commencer à répondre. Bah oui, tu peux répondre, Souad.
et une J'ai cru qu'elle revenait. Non. Alors, on va peut-être… Sur la modification des parcours de formation, ça me semble assez important. Quelqu'un voudrait répondre? Tu peux reprendre au début, Marianne, on n'a pas entendu. On a une question sur la modification des parcours de formation et d'orientation vers certains métiers. Ça peut être intéressant de répondre à cette question. Oui, enfin, par exemple, moi, je pourrais dire, mais je laisse la place très vite à d'autres, que oui, soit ça, on est vraiment dans la question justement de la déconstruction en fait des représentations. Il se trouve que ce soit déjà dans le champ de l'école. Alors, il y a des associations qui le font déjà. Hein. Il y a la nôtre, il y a une autre association qui s'appelle Révèle et qui font que justement, Eva, sur le point sur lequel finalement nous étions d'accord, dans la représentation en fait que peut avoir une fille, il y a plein de choses qui lui paraissent pas possibles ou quand ça lui paraît possible, l'environnement soit professionnel ou sociétal lui rend ça plus. Donc ça, c'est sûr et certain que voilà, c'est très très important que la question de la professionnalisation soit pensée de manière non genrée comme elle est, et de manière plus large, je dirais, j'avais envie de dire, parce que je sens que ça recoupe aussi beaucoup de ces questions-là. Bon, je ne saurais dire si utile ou pas utile la question de l'écriture inclusive. Moi, je ne le vis pas comme un combat, je le vis comme quelque chose qui, voilà, c'est pas les féministes qui l'ont inventé, c'est la langue française qui le pratiquait, ça a énormément de sens, tout simplement, d'un sens logique. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment pas le débat à avoir. Moi, l'écriture inclusive, pour moi, elle existe et point barre. En revanche, ce que je dirais, c'est que je pense que dans tout le travail et les avancées que nous avons à faire, je crois qu'on est majoritairement d'accord pour dire que nous voudrions inclure les hommes et que justement, il y a aussi un travail de déconstruction à faire auprès des hommes et je pense que les hommes sont de plus en plus nombreux, en tout cas dans la jeune génération, à vouloir repenser justement leur place de, entre guillemets, dominant. Et ça me paraît très important parce que ce travail-là va permettre aussi qu'un homme qui partage une place au conseil d'administration ou qui la cède n'aura pas le sentiment d'un sacrifice, mais plutôt le sentiment de participer à la construction d'une société égalitaire et juste, quoi. Et dans le milieu, en plus de l'économie solidaire, ça me paraît tout à fait naturel. Mais ça, c'est un vrai travail, je trouve, qui est en cours. Et ça répond aussi un peu à ce que tu te demandais, Marianne. Moi, je crois qu'on est dans un vrai tournant, mais un vrai tournant de pas seulement vouloir changer les choses à force de quotas, de chiffres, etc., qui est incontournable, un combat incontournable, mais réellement d'un changement de mentalité. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des crispations très, très fortes. C'est peut-être pour ça aussi que certaines femmes vraiment s'essuient des insultes, etc., très fortes. C'est parce que ça va changer. On le sait maintenant, ça va changer. Donc évidemment, le changement, ça crée aussi du repli. Mais moi, j'aurais envie de dire, mais n'ayons pas peur, il y a tout à gagner là-dedans. Et moi, quand je rencontre des jeunes hommes qui sont dans des groupes de déconstruction, mais eux le savent, que vraiment, il y a tout à gagner, quoi. L'enjeu, tout est devant et qu'il faut vraiment exorciser la peur, quoi. Merci. Alors, Eva, est-ce que tu veux répondre aux questions posées et puis faire un mot de conclusion parce que là, il ne reste pas beaucoup de temps. Oui, moi, il y avait deux sujets sur lesquels je voulais revenir. D'abord, sur ce que vient de dire Swad pour prolonger dans les outils de déconstruction, il y a aussi la question de la formation que Raphaël a évoquée. Et y compris dans les partis politiques, mais c'est vrai aussi en milieu professionnel, la formation à l'égalité femmes-hommes à tous les niveaux et en particulier obligatoire pour les organes dirigeants, nous, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel justement pour déconstruire, y compris chez les hommes, certaines représentations. Ensuite, sur le deuxième point sur lequel je voulais répondre, c'est sur l'écriture inclusive. Alors moi aussi, soit elle me paraît naturelle, je l'ai adoptée il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être ça fait 2-3 ans que j'écris en écriture inclusive.
Et évidemment, une fois qu'on l'a adoptée, elle nous paraît complètement évidente, en fait. Sauf que et nous, on fait des communiqués en écriture inclusive. Et le problème, c'est que en dehors de nos cercles, c'est pas du tout encore accepté et on est très fortement moqué sur les réseaux sociaux parce que on écrit en écriture inclusive, comme si c'était un gadget, comment dire, c'était pas important. Un parti politique devrait s'occuper des choses essentielles et non pas avoir ses coquetteries. Donc, c'est encore très mal accepté dans la société. Alors, ça va progresser, ça progresse. Ça me paraît nécessaire de tenir bon, à vrai dire, et de continuer à écrire en écriture inclusive, mais c'est encore un combat à mener, quoi. Voilà. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est au 19e, c'était le cas déjà au 18e. Voilà, c'est pas quelque chose qui a émergé comme un caprice féministe de ces années-là. Et je pense que c'est ça. Puis après tout, si on peut expliquer ça aux conservateurs par le biais de l'Académie française, ça va peut-être être plus audible que par notre propre parole. C'est ça que je veux dire. Il y a vraiment des explications historiques qui expliquent que l'écriture inclusive existait. Voilà. On redécouvre des femmes autrices qui a disparu, oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu veux en profiter pour conclure sur les propositions, Eva, dans la foulée? Non, mais je les ai un peu données tout à l'heure, mes propositions. Donc, okay. Bon, bah, super. Alors, Raphaël, est-ce que donc toutes les questions qui ont été posées, il y en a une ou laquelle qui voudrait répondre? Oui, il y avait la question sur les questions d'égalité femmes-hommes, une question à part entière. Oui, c'est une question à part entière, mais c'est aussi parce qu'il y aura des leviers sociétaux avec simultanés et globaux qu'on pourra transformer la société, faire vaciller ce patriarcat, accéder aux sphères de pouvoir et permettre aux femmes et aux hommes d'être dans un projet féministe et donc humaniste, hein, qui permettra qu'on puisse chacun et chacune trouver sa place dans cette société. Alors évidemment, pour mon organisation syndicale, il y a un levier très important qui est la question du travail. C'est une question centrale d'autonomie, d'indépendance, et il faudra, pour nous, la transformation de la société et donc de la place aussi des femmes et des hommes passe par cette question de la nature, du sens et de la valeur du travail, et notamment avec cette question du temps, hein, la réduction du temps de travail. C'est un levier pour permettre une organisation plus égalitaire dans la société, si en même temps on est sur la déconstruction des stéréotypes sexistes des hommes comme des femmes, évidemment, hein. Un joli chantier devant nous pour et Souad à ton optimisme de nous sommes dans le changement. C'est très chouette, c'est très chouette. On est dans le changement et il va falloir aussi qu'il y ait des paroles d'hommes. Moi, je pense aussi des paroles d'hommes fortes qui montent un peu plus et qui prennent un peu plus position sur ces questions-là, parce que les femmes s'engagent, les femmes sont actives, elles sont militantes, mais il faut aussi qu'il y ait une marche qui se fasse ensemble, hein. Merci. Question aussi qui dit à propos de la proposition d'avoir une aide ménagère pour les militantes, mais qui viendra faire le ménage d'une femme ou un homme qui aura été embauché par une association d'aide à domicile ESS. Bon, en même temps, ça fait un salaire pour quelqu'un. Le partage des tâches domestiques et des tâches domestiques marchandisées, c'est pas tout à fait la même chose. Non, mais moi, je répondais à cette question, comment on fait pour que des femmes qui ont un bas salaire, qui sont seules avec leur enfant, parce que nous, on voit bien des femmes militantes, cadres ou maîtrises, elles arrivent en responsabilité, on sait très bien qu'elles vont externaliser, soit elles sont en couple, il y a les moyens, elles vont externaliser, ou si elles sont toutes seules, même en monoparentalité, elles vont externaliser à quelqu'un qui viendra les aider. Et donc, je dis pas que c'est la solution, c'est de payer des femmes de ménage. On sait très bien que c'est un métier dévalorisé, il faut aussi travailler dessus. Mais à la question comment on fait pour que celles qui n'ont pas l'argent et pas le temps parce qu'elles sont en monoparentalité restent en responsabilité, c'est un levier. Et de l'autre côté, sociétalement, il faut travailler évidemment pour que ces métiers d'aide à domicile soient reconnus à leur valeur réelle.
et donc payer correctement aussi, bien sûr. Oui, je voulais juste aller justement pour poursuivre dans ce que dit Raphaël, parce que je voulais le dire tout à l'heure aussi, quand je parlais du don de soi, etc. Il est évident que l'engagement d'une femme n'est pas le même selon le territoire dont elle est issue. Et que effectivement, dans les quartiers, par exemple, l'engagement d'une femme, c'est pas seulement un engagement associatif, politique, à tout le sens, au sens où on vient de le définir, mais c'est aussi l'engagement, c'est mon enfant qui est victime de discrimination, c'est les jeunes de mon quartier qui ont un taux de chômage plus haut qu'ailleurs, c'est des violences policières qui sont plus accentuées, c'est une inégalité qui est plus grande, plus forte. Du coup, cet engagement-là, il est presque de l'ordre d'une survie. Donc, moi, je vais enfin, je suis plus que d'accord, Raphaël, avec ce que on disiez-vous sans se connaître. Ce que vous dites, Raphaël, sur cette question de l'aide, vraiment de l'aide, parce que justement, je pense que plein de femmes d'assaut de quartier ne réalisent même pas qu'il serait plus que juste que cette aide leur soit donnée, quoi. Ça serait de l'ordre pour elles d'un fantasme, alors que nous sommes en train de le poser comme un droit, comme un devoir, comme quelque chose de juste, quoi. Et c'est en ça qu'on parlait de solidarité à avoir, de sororité à avoir, et en aussi interterritorial, intergénérationnel, mais vraiment aussi interterritoire, quoi. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Donc, je suis contente parce que beaucoup de questions ont été posées par des femmes. Pour une fois, ça a changé de l'habitude. Et je vous invite à vous inscrire à d'autres conférences des journées de l'économie autrement. Et je remercie encore une fois toutes nos intervenantes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour voir la question du temps, pourquoi devrait-on faire 3 journées en une? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, désolé, on n'a pas pu prendre toutes les questions, mais merci en tout cas à tout le monde et à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir, Merci bonne beaucoup. journée. Au revoir, Raphaël, Eva, Lucie. Au revoir. Et tous les À autres. bientôt. À tous, merci. Merci, Marianne. Merci.